Et je vais donner la parole à Guillaume. Donc merci beaucoup de tenir jusqu'à la fin du symposium. Le but de ce symposium, c'est de rapidement vous faire un focus sur le top actualité de l'année 2020 et qu'est-ce qu'il va falloir faire en 2022. Alors d'abord, les études face-face. Ça nous intéresse beaucoup, ces études face-face, parce que comme ça, on peut dans la vraie vie positionner les molécules. Donc l'année dernière, on vous avait présenté l'étude Varsity qui montrait l'efficacité supérieure du vedolizumab à l'adalimumab dans la RCH, et cette année on a la première étude face-face dans la maladie de Crohn, l'étude CView, vous en avez entendu parler. On est toujours dans ces études très limitées par le design, et cette étude avait été formatée avec un nombre de patients qui devaient démontrer la supériorité de l'ustekinumab par rapport à l'adalimumab. Donc, qu'on voit en bas, on voit que cet objectif primaire n'est pas atteint, puisque on a 64% de patients en rémission clinique à la semaine 52 versus 61% pour l'adalimumab. Donc on ne peut rien conclure sur une supériorité d'une molécule par rapport à l'autre. On a des chiffres face à nous qui nous montrent que ces deux molécules marchent très bien dans la rémission clinique à la semaine 52 chez des patients bionaïfs. Donc on a deux molécules efficaces, 60%, ça peut paraître beaucoup pour certains, pour la rémission clinique, mais je vous rappelle que c'était des patients avec des maladies récentes, et on sait donc que pour l'ustekinumab comme pour l'adalimumab, pour les anti-TNF, ces molécules marchent mieux pour les maladies récentes. Donc une petite nuance, vous voyez quand même, on avait tendance à penser dans notre tête que peut-être que l'ustekinumab serait moins arrêté que l'adalimumab en raison, comme on l'a vu dans l'observatoire, on vous a présenté, il y a 20% des patients qui sont arrêtés en première ligne à cause de l'intolérance dans le cadre des traitements anti-TNF. Et là, vous voyez qu'en effet, au bout d'un an, il y a un petit effritement avec un peu plus d'arrêt de l'adalimumab dans 85% des cas versus 90% de maintien pour l'ustekinumab. Patrick, qu'en est-il dans la vraie vie du Vedo versus l'ADA? Alors moi je vous ai repris aussi des résultats qui ont été présentés à ECHO ou à l'UEGW. Et donc là c'est pas des données comme vous a montré Guillaume qui sont des études randomisées prospectives. Là c'est des données d'analyse rétrospective à partir de bases de données prospectives. C'est quand même intéressant. Et donc là c'est une comparaison du Vedo versus ADA dans la vie réelle. Et donc vous voyez que les résultats pour la RCH, il y avait des patients qui avaient des RCH et des maladies de Crohn dans la RCH. Vous voyez que ça confirme les résultats de Varsity. Dans le premier diagramme, vous voyez que la RCH à la rémission endoscopique à 1 an, c'était le critère principal, donc un maillot 0, et ben c'est supérieur avec le Vedo par rapport à l'adalimumab, ça confirme Varsity. En revanche, dans la maladie de Crohn, vous voyez qu'il y a pas de différence, que l'ADA, le Vedo ça fait moins bien que l'adalimumab chez ces patients-là. Et quand vous regardez un taux de persistance du traitement, vous voyez que il y a une petite différence significative pour la persistance du Vedo par rapport à l'adalimumab dans la RCH, comme dans Varsity, alors que dans la maladie de Crohn, cette différence n'est plus significative. Donc on confirme bien que le vedolizumab est supérieur à l'adalimumab dans la RCH. En revanche, dans la maladie de Crohn, on ne retrouve pas de différence dans cette étude. Il n'y a pas de supériorité. Si on s'intéresse aux patients qui sont en échec d'anti-TNF dans la maladie de Crohn, ce travail a comparé les patients qui avaient de l'ustekinumab et du vedolizumab en deuxième ligne, donc des patients qui avaient une maladie de Crohn. C'est une étude bicentrique française qui a été menée à Lyon et à Clermont. Et on voit clairement que si on regarde la rémission clinique sans corticoïdes à 1 an, eh bien, vous avez une supériorité de l'ustekinumab par rapport au vedolizumab, donc de 50,6% versus 40,6%. Et si on regarde la rémission profonde à la semaine 14, c'est-à-dire des patients qui avaient une calprotectine inférieure à 100, voilà, on remarque aussi une supériorité de l'ustekinumab par rapport au Vedo. Si on regarde les courbes de survie là qui sont en dessous représentées sans optimisation et les courbes de survie sans arrêt de traitement, c'est-à-dire des patients qui n'étaient pas en échec primaire ou secondaire, on voit également une supériorité de l'ustekinumab par rapport au vedolizumab. Donc ça conclut finalement que en deuxième ligne dans la maladie de Crohn en échec d'anti-TNF, l'Ustec semble faire mieux que le Vedo, mais c'est toujours des études rétrospectives. Si on regarde maintenant la première ligne de biothérapie
dans la maladie de Crohn, c'est-à-dire en fait des patients qui sont naïfs. Une première ligne de biothérapie dans le Crohn, nous ont comparé ADA versus vedolizumab. C'est une cohorte rétrospective donc issue de données de l'assurance américaine, puisque vous savez que chez nous en France il n'y a pas l'AMM pour la première ligne, mais on voit il y a 461 patients qui avaient une maladie de Crohn et 461 qui étaient traités par ADA et 461 qui étaient traités par Vedo. Ben vous voyez que ça soit en termes d'hospitalisation, de venue aux urgences, de taux de complications dans la maladie de Crohn, fistule, abcès ou de sevrage en corticoïdes, vous voyez qu'à chaque fois le traitement qui est là en orange, l'adalimumab, est meilleur que le vedolizumab en première ligne. Donc ça montre quand même que dans la maladie de Crohn, les anti-TNF en première ligne restent pour l'instant, en tout cas pour l'ADA, supérieurs au vedolizumab pour obtenir le meilleur résultat de suivi à 1 an. Là, c'est les résultats de cette cohorte française du GTED, qui est une cohorte qui a été menée sur 103 patients qui, dans la RCH, avaient de l'ustekinumab chez des patients qui étaient pour la plupart en échec, soit d'un anti-TNF, soit du vedolizumab. Donc 21 centres avec une induction classique de ustekinumab en IV puis après en sous-cutané, avec une évaluation à la semaine 14 jusqu'à la semaine 54. Et on voit que dans cette population quand même assez réfractaire, vous voyez que vous aviez une réponse totale de 53% de l'ustekinumab et une rémission clinique dans 40% des cas. Et vous voyez une différence quand même dans le groupe de patients qui étaient naïfs avec 40% de réponse, alors que dans le groupe de patients qui avaient des antécédents de biothérapie avec 2 lignes de biothérapie, donc cette troisième ligne donnait une réponse dans un tiers des cas. Donc ça montre bien quand même que l'ustekinumab c'est pas forcément un traitement réservé à la troisième ligne, il faut le faire peut-être un peu avant. Et si on regarde les résultats à la semaine 26 et 54, eh bien vous voyez pareil, voilà, dans une population qui est réfractaire, c'est en orange, vous avez une rémission clinique sans corticoïdes à peu près chez un tiers des patients à la semaine 54. Donc c'est pas un mauvais résultat dans une population qui quand même qui a déjà eu 2 lignes de biothérapie. C'est même un très bon résultat. Je vais laisser la parole à Guillaume pour nous parler du treat to target avec un petit mot avant sur Stride 2, mais on vous l'a déjà présenté, donc on va passer vite. Donc je la saute même pour vous, puisque vous l'a expliqué tout à l'heure, il n'y avait pas de grande nouveauté. Alors, vous savez que dans cette fameuse stratégie thérapeutique de treat to target, c'est vraiment une stratégie qui a vraiment modifié notre pratique. Ça a été basé par une étude calme, je vous rappelle, qui comparait adalimumab où on le monitorait uniquement par la clinique, ou alors un monitoring par la calprotectine fécale notamment et la CRP, et on optimisait dans un sens ou dans un autre avec en cas de quand les cibles n'étaient pas atteintes. Et dans cette étude calme, on avait montré une augmentation de l'efficacité en cas de treat to target de 50%. Donc ça avait validé ce concept, ça a complètement transformé notre pratique, calme. Et c'était Mark Lehmann qui avait construit le design de cette étude. Donc on se disait toujours, et donc toujours les scientifiques disent, est-ce que c'est vrai avec les autres molécules ou est-ce que c'est à réserver à l'adalimumab? C'est ça ce qu'on reprochait. Donc Janssen a dit, ok, on va le faire avec l'ustekinumab. Le gros problème, donc quand vous voyez cette étude, en gros c'est pareil, c'est un équivalent de calme, on nous présente ça comme ça, où on compare un treat to target à un standard of care, avec l'ustekinumab. Et donc, quand vous regardez ça, vous regardez à gauche, réponse endoscopique à 1 an, c'est-à-dire notre cible à 1 an, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre treat to target et standard of care, 37% dans un cas, 29%. Donc vous dites, mais c'est quoi? Faut arrêter le treat to target dans la maladie de Crohn avec l'ustekinumab, faut le faire qu'avec l'ADA. Et en fait, quand on regarde, c'est ça l'énorme critique de toutes ces études, ça veut rien dire, parce que quand vous regardez le treat to target, d'abord, il y a une endoscopie à la semaine 16, et en gros, si vous avez atteint une amélioration endoscopique franche, vous passiez à toutes les 12 semaines, alors que nous, on sait que quand on l'utilise en échec d'anti-TNF, on se met toujours à toutes les 8 semaines. Et puis après, vous aviez en effet des cut-offs très stricts avec la CRP à plus de 5 ou moins de 5 et la Calpro à moins de 250, plus de 250. Mais en fait, c'est comparé au standard of care. Mais le standard of care, c'est des experts qui suivent des maladies de Crohn tous les jours, qui sont des experts mondiaux, qui voient les malades à chaque injection toutes les 8 semaines, ce qui est au-delà de ce qu'on fait en pratique, et qui utilisent la Calpro, la CRP, parce que c'est dans la pratique. Donc en fait, ils font du treat to target, mais pas avec des cut-offs très stricts, c'est en fonction de leur expérience d'experts. Donc finalement, ça démontre quoi ? Ça démontre que, entre des experts qui font à bisto des NAS comme ils savent, et puis vraiment des critères très stricts,
il n'y a pas de différence. Alors le petit bémol, c'est qu'en plus, pour complexifier le truc, dans le treat to target, on avait le droit d'optimiser toutes les 4 semaines, alors que dans le standard of care, on n'optimisait pas toutes les... Donc ça pourrait dire que finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'optimiser. Enfin, vous voyez qu'il faut prendre avec énormément de précautions, et je crois que cette étude ne doit absolument pas remettre en question le treat to target avec l'ustekinumab, parce que les experts dans le standard of care, en fait, font du treat to target. Donc voilà le message de cette étude. Alors, ça donne en effet cette équivalence, j'en ai assez discuté. Alors, ensuite, ce qui est très intéressant, par contre, c'est qu'au bout d'un an, ils ont pris tout le monde, et là, ils ont fait du treat to target pour tout le monde, pour voir qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans. Et par contre, là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que quand, 1 an plus tard, vous avez fait dans cette population du monitoring, avec la Calpro, 250, moins de 250, la clinique, la CRP, plus 5, moins 5, et de l'endoscopie à la semaine 48, et ben là, par contre, quand vous avez eu le droit soit d'aller dans un sens, c'est-à-dire d'optimiser toutes les 4 semaines, soit de désescalader toutes les 8 ou toutes les 12, et ben là, vous stabilisez votre malade et vous avez très peu de perte d'efficacité. C'est ça le message. C'est-à-dire que quand on fait treat to target, on perd très peu d'efficacité. Vous voyez qu'on passe de 92 à 80%. Il n'y a que 10% des gens qu'on a perdu. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, la question suivante, c'est, vous savez que la grande nouveauté de 2021, ça a été le passage de la voie IV à la voie sous-cutanée pour toutes les molécules, l'infliximab et le vedolizumab. Donc, on avait des données d'études fondamentales. Et qu'en est-il dans la vraie vie? Est-ce que la vraie vie confirme qu'il faut continuer en 2022 à faire du sous-cutané? Alors Patrick, t'en penses quoi? Alors dans la vraie vie, écoutez, cette étude elle confirme déjà les premières études qui avaient été faites par le laboratoire. Et là, c'est une étude de cohorte bicentrique anglaise sur 172 patients Mickey, où dedans il y avait des maladies de Crohn et des RCH. Et donc ils ont bénéficié d'un switch IV de la forme succute de l'infliximab en entretien, et donc ils étaient évalués à la fois sur des scores cliniques, biologiques avec la CRP et la Calpro, et un dosage de taux résiduel. Et vous voyez qu'en fait, pour faire simple, sans regarder dans le détail, il n'y a pas de différence au moment où on fait le switch à 3 mois puis à 6 mois en termes de score clinique et de score biologique. C'est très stable. Donc voilà, il y a pas de perte de patients. Et si on regarde les taux résiduels, on voit en revanche une augmentation des taux résiduels quand les patients passent de l'IV à la sous-cutanée, avec une différence très significative. Alors là aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a plusieurs pistes. Il faut quand même remarquer qu'en général, quand vous passez en sous-cutané, les patients, ils ont 120 mg toutes les 2 semaines, ce qui fait qu'à 8 semaines, ils ont reçu quand même 480 mg d'infliximab, versus avant en IV où ils étaient à 5 mg kilo. Donc ça veut dire que 480, ça fait un poids moyen de 96 kg. Donc ça veut dire que votre petit malade qui faisait 60 kg, là, il en reçoit comme s'il en faisait 96. Je pense que ça peut expliquer une majoration des taux résiduels dans la plupart de ces études. C'est pas que la galénique qui fait augmenter le taux résiduel, c'est parce que de base, quand on passe en sous-cut, la plupart des malades sont quand même optimisés par rapport à leur poids. Excusez-moi, ça grésille, je colle pas là. Et donc le switch d'infliximab, bon là ça marche très bien en entretien. Si on regarde le switch en vie réelle pour le vedolizumab, c'est un peu le même message. Vous voyez que pareil, le vedolizumab dans ses cohortes de vie réelle montre qu'il n'y a pas de différence au moment où on passe de la voie IV à la forme sous-cutanée, aussi bien dans les scores cliniques, que ce soit pour la maladie de Crohn ou la RCH, également sur les scores biologiques de CRP, de calprotectine. Et pareil, vous remarquez que dans ces formes sous-cutanées, vous avez également une augmentation du taux résiduel du médicament. Alors peut-être aussi parce que également dans cette situation, il y a une augmentation de dose indirecte, puisqu'on fait 400 mg, plus de 400 mg sur 8 semaines en sous-cutané. C'est une explication, j'en sais rien, faudra le discuter. Et on voit que la tolérance, pareil, dans les deux cas présentés, était bonne, que ce soit en IV ou en sous-cutané. Il n'y avait pas plus d'effets secondaires et pas de problème de tolérance, en tout cas dans ces groupes. Un mot sur la désescalade, Guillaume? Ouais. Alors c'est la désescalade et l'arrêt des biothérapies, c'est vraiment toujours un sujet qui nous préoccupe, parce que je vous rappelle que notamment pour les anti-TNF, c'est un peu moins vrai pour l'ADA et l'USTEC, mais les anti-TNF sont dans notre pratique optimisés, c'est-à-dire on les passe à double dose dans 50% des cas. Les autres, c'est probablement plutôt 30%. Donc on va dans un sens, mais en fait quand on regarde nos cohortes, on désoptimise très peu.
Donc la question c'est est-ce qu'il faut désoptimiser plus? Alors sur ce point de l'optimisation des traitements, on se pose aussi la question de est-ce qu'il faut toujours faire de la combo quand on utilise de l'infliximab et d'adalimumab. Et là, il y a eu cette étude qui a été présentée à la DDW qui est assez intéressante, qui démontre que, ça va dans ce qu'a dit Patrick, que quand on optimise l'infliximab avec des cibles de taux thérapeutiques assez importantes, entre 5 et 10 de TRI, eh bien, un peu donc finalement comme la voie sous-cutanée, eh ben, on fait aussi bien que la combothérapie. Donc, quand on essaie d'avoir des taux résiduels importants, on fait aussi bien que la combothérapie. Donc, ce qui voudrait dire que peut-être qu'on peut faire un peu moins de combothérapie. Alors, concernant proprement la stratégie de désescalade thérapeutique, moi, j'ai beaucoup aimé cette étude qui a été présentée à l'ECHO parce qu'ils ont pris des patients optimisés qui étaient soit sous infliximab, soit sous adalimumab, soit vedolizumab. Et ils ont regardé les patients qui étaient en rémission profonde, c'est-à-dire qu'ils avaient les critères cliniques de rémission, biologiques de calpro normal et ou endoscopique. Donc chez ces patients, ils ont désescaladé. Et quand on regarde les taux de succès, vous voyez que pour l'infliximab à 6 mois, quand on désescalade, on est toujours dans les mêmes critères de rémission clinique dans 91%, l'ADA 90% et le vedolizumab 100%. Et quand on regarde un peu plus dans les détails, chez les patients chez qui vous avez désescaladé avec des vrais marqueurs objectifs, c'est-à-dire vous avez la calpro qui est normale, enfin qui est inférieure à 250, et ben ça marche dans 100% des cas. Par contre, quand vous le faites juste à Bisto-Denas sur la clinique, ça marche quand même dans 80% des cas. Donc je crois qu'il faut penser à désescalader quand on a la rémission clinique et si possible la rémission profonde. Voilà, il faut vraiment qu'on ait ce réflexe et qu'on se pose la question à chaque fois qu'on revoit les malades qui sont optimisés, est-ce qu'il ne faut pas que je désescalade ? Alors ensuite, on a parlé de la désescalade. Après, il y a toujours ce problème de l'arrêt. Est-ce que je peux arrêter une biothérapie? Et donc, c'est toujours l'infliximab qui est pour l'instant le plus souvent pris en exemple. Est-ce que je peux arrêter mon traitement par infliximab quand je suis en rémission profonde? C'est-à-dire que là aussi, rémission clinique et rémission des biomarqueurs. Et ben, vous voyez dans cette étude, ils ont suivi les patients, ils les ont randomisés entre j'arrête pas. Et quand on n'arrête pas, bah, ça bouge pas. Et quand on arrête, eh ben, malheureusement, 50% des malades rechutent à l'arrêt de l'infliximab. Alors moi, ce qui me choque toujours dans ces études-là, c'est que il y a aucune prise en compte des facteurs et du terrain des gens. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, en fait, comme étude, là, c'est voir est-ce qu'il y aurait une différence chez les gens qui arrêtent quand on a essayé de les faire arrêter de fumer, quand on a essayé de leur faire modifier leur activité physique, leur nutrition, leur stress. Est-ce que si on corrige ces facteurs environnementaux, avant d'arrêter, est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser les chances et les possibilités d'arrêt du traitement? Donc je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des études comme ça. Alors la nutrition, ben, on l'a vu, on va passer vite, mais c'est la nouveauté de l'année, on se réoccupe de la nutrition. On vous a juste sorti 2 études. L'étude de l'ECHO qui a vraiment démontré, gravé dans le marbre, que l'aliment ultra transformé augmente le risque de MICI. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout la maladie de Crohn. On voit que quand on prend plus de 5 portions de produits ultra transformés, on augmente le risque de maladie de Crohn de 4,5 fois. Et par contre, la RCH, vous voyez que c'est un petit peu plus limite, 1,46, donc on n'est pas dans les limites de la significativité, mais en tout cas, il faut probablement faire de la prévention chez les enfants pour limiter à moins d'1 portion par jour la prise d'aliments ultra transformés, un grand challenge. Alors ensuite, le deuxième, moi j'aime bien cette étude, l'étude d'Inch, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est toujours ce concept de les malades qui sont sous biothérapie, eh ben, on n'a pas, comme on l'a dit, toutes les cibles atteintes. Souvent, il nous reste des symptômes cliniques. Souvent, il nous reste de l'inflammation. Souvent, de la calpro, de la CRP. Et ben là, ils ont mis leur fameux, vous savez, le régime dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont comparé le régime d'exclusion qui propose anti-inflammatoire et le régime méditerranéen. Dans les 2 cas, ils montrent qu'ils sont efficaces sur la symptomatologie clinique à la semaine 6
pour les deux régimes. Ils montrent que dans 30% des cas, ils arrivent à agir sur l'inflammation, puisqu'on a dans 30% des cas une réponse Calpro et un peu moins de réponse de la CRP. C'est probablement beaucoup plus lent et plus complexe. Alors maintenant, quelques petites infos brèves pour finir. Pour finir, ouais, parce qu'on est un peu en retard. Alors oui, bah là, écoutez, c'est ce que vous avez expliqué un petit peu, mais avec une petite différence tout à l'heure, Marie-Pierre. C'est-à-dire que là, c'est une belle étude qui a évalué l'efficacité des vaccins contre le Covid chez les patients sous anti-TNF. Et donc, c'est deux groupes de patients qui ont soit un traitement de cette TNF comparé à un groupe de patients qui n'a pas d'anti-TNF. Dans le groupe non anti-TNF, ils étaient sous 5-ASA, mais également certains sous Vedo. Et Ustec, alors très peu d'Ustec, et on voit qu'il y a vraiment une vraie différence entre la première et la deuxième dose, entre les patients qui sont sous anti-TNF ou non anti-TNF. Il y a une réponse vaccinale qui est quand même bien inférieure, il y a une diminution de la réponse. Donc ça veut dire que chez vos patients anti-TNF, il faut les motiver à se vacciner, faire à la troisième dose, parce qu'ils ont souvent une réponse vaccinale qui est quand même bien inférieure aux autres patients. Ça, c'est un message qu'il faut retenir, qui est important, parce que ils peuvent faire quand même des Covid, même s'ils font des formes moins graves. Par contre, peuvent faire des Covid. Ça, c'est une étude extrêmement intéressante qui a été menée par l'équipe en partie de Bordeaux, de Florent Pouineau, mais c'est une étude du GTED qui a inclus 538 patients qui avaient un cancer extra-digestif. Et la question était de savoir si le taux d'incidence de cancer chez les patients qui avaient un antécédent de cancer était influencé par les traitements qui étaient mis en œuvre et la poursuite des traitements. Donc vous savez qu'on a toujours peur quand les patients ont un cancer sous biothérapie, on ne sait pas s'il faut les arrêter ou s'il faut les changer. Et donc là, ils ont évalué le taux d'incidence de nouveaux cancers ou de récidives. Et bien, ce que vous voyez, c'est intéressant, c'est que après un premier traitement reçu, voilà, les patients qui ont poursuivi anti-TNF, Vedo ou thiopurine ou méthotrexate n'avaient pas plus de cancer que les autres en termes de taux d'incidence. Hein. Et si vous comparez le risque de cancer de récidive incident, de nouveaux cancers sous anti-TNF ou Vedo, vous voyez que les deux courbes se superposent, il n'y a pas de différence significative. Donc le message qui était de dire finalement que sous anti-TNF il y avait plus de risque de faire de récidives de cancer que le Vedo, c'est pas forcément un message vrai, parce qu'en fait dans la vraie vie on voit que il n'y a pas de vraie différence. Donc ça a confirmé, mais enfin peut-être qu'il faut pas changer les traitements et c'est pas la peine de les mettre forcément sur Vedo. Voilà, on peut peut-être poursuivre les traitements de la même façon. Un petit mot, Guillaume, sur la fatigue. Alors, en effet, fallait finir sur la fatigue. On est fatigué, mais les Mickey aussi. Donc, cette étude est très intéressante parce qu'elle a analysé la prévalence de la fatigue chez des malades qui sont en rémission complète, chez qui on a tout cicatrisé, ils vont très bien. Et chez ces malades-là, on s'en doutait, mais 30% des patients gardent une fatigue symptomatique. Et donc, ils ont essayé de regarder, donc c'est quand même 1900 Mickey, hein, c'est pas rien, donc 759 fatigues, et ils ont essayé de regarder les facteurs associés à cette fatigue. Et les facteurs associés à la fatigue, c'est le fait d'être une femme multitâche, CRP supérieur à 5, dépression, anxiété, troubles du sommeil, le surpoids, le tabagisme, les associations avec l'alcool par l'addiction, une alimentation excessive en quantité de calories. Voilà, donc tout ça pour insister sur il faut évaluer la fatigue chez nos patients, elle est extrêmement fréquente. On connaît les facteurs associés, c'est des facteurs qui justifient une prise en charge holistique, je vous l'ai répété assez depuis longtemps. Et donc, utilisons Mickey Story, utilisons Livodoc, utilisons des diététiciennes, des coachs sportifs si c'est possible, mais occupons-nous de la prise en charge globale au-delà du médicament. Ce sera mon message de l'année. Alors, on vous l'a expliqué avec Patrick, la prise en charge, elle est devenue complexe. Philippe vous l'a dit, il faut qu'on se mette à l'échographie. On en est tous convaincus. On attend de mettre ça en place. On n'arrive pas. Pareil pour la prise en charge globale. On n'arrive pas à s'occuper de tout ça. On a une activité qui change très très vite. En plus, c'est pas remboursé. Donc tout ça fait que c'est très complexe. Donc on a pensé qu'il était important que les gastro-entérologues expriment leurs besoins. De quoi a-t-on besoin pour bien prendre en charge des Mickey en 2022 ? C'est pour ça qu'on a lancé avec le CREG et la société Stargen et les laboratoires Janssen une enquête sur laquelle on vous demande de prendre 15 minutes. C'est pas longtemps, mais de prendre 15 minutes pour y répondre et de solliciter, parce qu'il y a un côté médecin et un côté patient, de solliciter 2 de vos patients. Pareil, ils scannent le QR code et ils répondent eux à leurs besoins. Le but, c'est d'en sortir
un cahier des charges de nos besoins et ensuite on ira voir les tutelles, on ira voir les syndicats et on dira il faut absolument que la CalPro soit remboursée, il faut absolument qu'on ait des consultations d'annonces qui soient valorisées, enfin qu'on ait une prise en charge moderne et qu'on nous donne les moyens. La valorisation actuelle de la tarification à l'acte, c'est plus possible pour prendre en charge des Mickey, il faut que ça change. Voilà, donc on vous demande de scanner ce petit QR code pour ceux qui sont à distance. Ils peuvent le faire tranquillement de chez eux. Ils scannent ce petit QR code. Vous avez des flyers que vous pouvez récupérer à la sortie pour ceux qui sont là. Sinon, les laboratoires Janssen pourront vous les fournir aussi. Vous recevrez un mail. Voilà, vous recevrez des mails. Vous en avez déjà eu des mails du Craig. Mais s'il vous plaît, prenez un petit peu de temps et l'année prochaine, on vous donnera les résultats et on essaiera de travailler sur l'organisation des soins. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. Avec Patrick, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour ce petit sympo annuel.